c'est sûrement encore quelques concerts qui vont traîner jusqu'à la fin. Et au niveau des sorties, un peu... c'est un peu on espère. Non, l'album sortira jamais et c'est peut-être mieux comme ça. Non, mais ouais, les prochaines sorties d'inédits seront pas vraiment inédites, ça va être des rééditions des DVD déjà connus. Eagle et Universal ont signé un partenariat, donc là on va avoir le droit. Le prochain qui sortira aussi sous le sapin, comme tu dis. Ça sera Miami 94, un pay-per-view qui sera cette fois complet, et on nous annonce 25 minutes de bonus, donc peut-être que ce sera les soundchecks et tout ça. On ne sait pas, on verra, mais ça sera pour une autre émission. Alors, on va donner un coup de fraîcheur pour faire semblant. D'ailleurs, ça va être une rubrique qu'on va appeler ah, tiens, on s'intéresse à autre chose. Moi, je voudrais faire un point sur deux artistes, un groupe et un artiste, qui sont déjà là quand même maintenant depuis ça fait déjà 20 ans. On est quand même très vieux. Jack White et les Arctic Monkeys, qui ont tous les deux sorti leurs albums au printemps. Et qui ont tous les deux, je trouve, fait des disques vraiment originaux. Et oui, ils continuent, je sais pas quel âge ils ont, mais Jack White doit être plus vieux, mais ils continuent à chercher, etc. Et moi j'adore cet album de Jack White, et une merveille, et je vais te laisser un peu en parler, des Arctic Monkeys, Tranquility Base and Casino, c'est bien ça le titre, je l'ai bien dit. Tranquility Base, Hotel and Casino. Hôtel and Casino, j'avais oublié l'hôtel, parce que moi, une fois que je suis au casino, je vais pas me coucher, c'est mon problème. Voilà, donc le débat, c'est est-ce qu'il faut continuer à prendre des risques? Parce que justement, contrairement aux artistes dont on parlait en début d'émission, Franklin, Chuck Berry, etc., qui ont absolument basé leur carrière sur ce qu'ils avaient fait au début et qui n'ont jamais cherché à se renouveler vraiment. Enfin bon, je fais un raccourci. Je veux dire, il y a vraiment eu des débats sur Internet, les gens déçus par l'album de Jack White et par celui des Arctic, par la prise de risque, et par exemple pour les Arctic, carrément l'absence de guitare. Et donc les gens attachés au groupe sont un peu déboussolés et n'ont pas forcément encore adhéré au groupe. Alors moi, ma réponse est évidemment, j'attends d'un groupe qui cherche en permanence, et malheureusement j'en écoute un tas qui ne le font plus. Mais justement, moi, cet album m'a mis une tarte absolue. J'ai l'impression qu'Alex Turner a découvert Bowie. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais que t'as adoré aussi, donc parle-nous-en, parce que t'as connu le groupe vraiment au début, là, c'est pour le dire, t'as failli même les quasiment presque fait jouer en France au moment de le premier album. Donc qu'est-ce que t'en penses? Tu me corriges, hein. Alex Turner, donc voilà, qu'est-ce que tu penses du disque? Vas-y, Benjamin. Le disque arrive déjà surtout c'est la plus grande période de préparation d'un disque pour les Arctic Monkeys, qui pour leurs premiers albums était très rapide pour sortir d'un album à l'autre et pour déjà pas mal évoluer. Donc c'est la différence, c'est comme Please Please Me et Sgt Pepper, quoi. En quelque sorte, sauf que l'époque est un petit peu différente, on va dire. Bien sûr. Mais surtout, c'est un disque. Effectivement, c'est presque un disque solo d'Alex Turner où la question de la survivance du groupe quelque part a dû être posée, j'imagine. Mais qui sont en solo, parce que franchement moi qui aime bien les Arctic Monkeys, moi je trouve que c'est le plus bel album qu'ils aient fait. Je trouve ça formidable. Voilà, je trouve que c'est carrément là je me suis dit j'avais déjà remarqué que c'était un mec hors du commun, mais là je trouve qu'il touche le génie et qui rentre dans la catégorie. Mes copains me disent que c'est un peu fort, mais des Bowie, des mecs de David Byrne, vraiment il rentre dans une catégorie d'artistes qui peut tout faire. Je crois que c'est pas une question de grosse tête, c'est pas. Non, c'était pas dans le sens. Non, mais je l'entends bien, mais pour bien que ce soit dit, je pense que il fait partie des. Je pense que c'est juste devenu rare, alors que. Effectivement, sur toute cette génération des baby boomers que tu citais, c'était chose commune de sortir un album cherchant à reprendre les idées d'un autre pour aller plus loin dans l'expression. Pour en vendre toujours. Oui, mais vendre, mais il y avait une question de recherche, quoi.
mélodique et de qualité de nouveauté aussi. et puis d'expression surtout a un petit peu a fortement baissé par rapport à la volonté d'avoir retour sur investissement. Et puis les artistes sont devenus des investissements avant tout. Bon, Alex Turner, je pense que c'est quelqu'un qui est obsédé par la musique, quoi. Quand je repense pour ça à une interview donnée pour Antoine Decaune sur France Inter où il expliquait que Alex Turner est quand même quelqu'un qui a 32 ans et qui est donc vraiment, on pourrait l'imaginer dans une culture, jeux vidéo, etc. Voilà, quand on lui demande quel est son jeu vidéo préféré dans un espèce de questionnaire de culture pop, Alex Turner va vous répondre qu'il n'a pas joué à un jeu vidéo depuis 20 ans parce que ça ne l'intéresse plus, parce que je pense que c'est quelqu'un qui, dès l'instant où il est devenu musicien, où il a commencé à faire des disques, il a effectivement pris assez au sérieux le fait de se mettre dans les pas de gens qui l'admirent, tels qu'effectivement John Lennon, Morrissey ou David Bowie, il a voulu inscrire son répertoire, son œuvre sur une qualité de recherche, une qualité d'exploration de ses sentiments, de ses angoisses et de ses impressions, mais aussi une expression de son humour également. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement attaché au langage à la fois musical et poétique, et qui ne veut pas s'ennuyer quand il fait de la musique, il ne veut pas être un produit. Je pense qu'il a relativement du mépris pour les gens qui ne voient dans les Arctic Monkeys qu'une formule. Et oui. D'ailleurs, tu as tout à fait raison. Je pense que ça sonne quasiment le glas des Arctic Monkeys. Mais tu m'avais dit un jour une chose très vraie, que si les Arctic continuaient, c'était aussi parce qu'ils faisaient vivre 200 personnes de leur entourage grâce aux tournées, les roadies, etc. Et que c'était dur pour eux de mettre tous les groupes. Oui, oui. Mais non, mais c'était très intéressant. Tu m'avais cité ça dans le cas des Arctic Monkeys. Mais voilà, c'est aussi le fait que déjà un groupe qui a 12 ans d'existence est prisonnier d'un mode de vie. Voilà. Tout à fait. Bah oui, un groupe, surtout aujourd'hui, où l'économie de la musique oui. C'est le seul moyen de faire du fric, c'est de faire des concerts. Et puis en plus, les Arctic Monkeys sont un des seuls groupes de rock à guitare aujourd'hui assez rentable, etc. Donc ces gens-là sont conscients de ce statut. Ils ne veulent pas mettre beaucoup de gens dans la merde. Enfin, c'est très très humain. Tout le monde connaît ça dans sa vie professionnelle, mais en même temps, ils se considèrent comme des artistes, et je pense qu'ils veulent le plus longtemps possible rester des gens pertinents. Parce qu'ils sont bien dans leur basket, ils sont bien dans leur peau en étant comme ça. La plupart des autres gens sont bien dans leur peau s'ils vendent plus de disques que l'album d'après. Bon, eux, c'est pas leur souci numéro un. Oui. Non, mais c'est intéressant. Et puis je fais un pont sur... Ah oui, non, je voulais te demander, donc les échos des articles, les concerts étaient fabuleux apparemment. Apparemment, oui. Ouais. Apparemment. Et justement, je pense que tu fais bien d'amener cet aspect-là, parce que je pense aussi que psychologiquement, pour le groupe, voilà, ces gens-là se disent, on va partir 2 ans en tournée. C'est pas possible de partir sur l'idée qu'on va sortir un album prétexte pour donner aux gens ce qu'ils veulent. On a 2 ans à vivre sur la route ensemble, etc. C'est une vie dure. C'est 2 ans la tournée. En général, quand on prend le début de la promo jusqu'à une tournée, en général, tu sais très bien que ça a un genre de temporalité là. Ouais. Et c'est des gens qui ne veulent pas s'ennuyer sur scène, quoi, qui ne veulent pas, qui veulent garder un intérêt, une pertinence, et qui veulent avoir l'impression d'exister encore dans ce circuit. Il est né en quelle année, Turner ? En janvier 86. Oui, d'accord. Donc quand même, alors que par rapport à Jack White, donc quand même quasiment, je crois qu'il y a quasiment 10 ans d'écart. C'est ça. Même plus, justement, alors autant j'ai beaucoup aimé le dernier Jack White, autant encore une fois j'ai trouvé ces shows, comment dire. C'est paradoxal parce que l'album est un peu comme ça, décousu, etc. Mais sur scène, ça rend pas vraiment justice. Et on s'est retrouvé en face d'un artiste qui a fait un set assez court, je trouve, 1h15, c'était assez court. Et j'ai trouvé qu'il faisait pas mal de medley
de ces grands tubes. Vous vous rendez compte le nombre d'albums qu'a Jack White entre les Raconteurs, les Dead Weather, les White Stripes et 3 albums solo. Il joue des bouts de choses, voilà, un peu en bâclant. Le son est toujours imparfait. Je l'avais vu sur la tournée Lazaretto, c'était exactement pareil. Alors que voilà, moi je suis un grand fan de Jack White, j'ai vu les Stripes, je l'avais vu sur son premier album solo qui est un chef-d'œuvre absolu, Blunderbuss. Et là j'ai trouvé que c'était bâclé, voilà, donc je voulais juste dire ça. Que c'était un peu. J'ai trouvé qu'il faisait le boulot, qu'il venait relever les compteurs. Donc, Alors, on peut parler, on peut questionner la motivation de Jack White, par contre. Et je ne suis pas sûr que la motivation de Jack White soit exactement la même que celle d'Alex Turner. je sais pas, je pense que la motivation de Jack White, c'est de fabriquer des guitares entre deux culs de vache à Nashville, quoi. Enfin, ou je sais pas où, hein, à Détroit plutôt. Et d'être entrepreneur, selon l'appellation américaine du terme. C'est vraiment Jack White a ce côté-là, ce côté du coup très américain par rapport à l'anglais. Par exemple, c'est pour ça que j'ai tilté quand tu parlais de tournée de 2 ans. Jack White fait pas des tournées de 2 ans. Hein. Jack White tourne 4 mois et puis après il va s'enfermer et produire et travailler énormément, mais pas forcément. Je pense et j'ai peur que ce côté ouvrier a un petit peu géré sa compagnie à Nashville soit le moteur principal de sa vie professionnelle actuellement. C'est à Nashville ou à Détroit du coup? Non, il a déménagé D'accord, c'est ça. Il a déménagé à Nashville. C'est Nashville. Même pas dit de conneries. C'est Nashville qui opère toutes les activités de voilà, Stockman. C'est ça. Donc voilà, donc ça c'était pour le petit point sur les Arctic et tout. On a un concert prévu, tiens, on va ensemble. Et moi, je ne sais pas à quoi m'attendre, n'étant pas un grand spécialiste des Talking Heads, mais il s'agit de David Byrne. Cet artiste dont je connais très peu de choses à part ce film qui m'a mis une tarte absolue qui s'appelle Stop Making Sense. Et Jonathan Demme. Voilà. Pardon? Réalisé par Jonathan Demme, le réalisateur de Silence des Agneaux. Je crois que c'était Julian Temple, c'est autre chose. Pourquoi je fais le parallèle avec Julian Temple? Je sais pas, il doit y avoir une filiation, Julian Temple aussi, Talking Heads. Bon, c'était surtout le réalisateur de tous les clips à l'époque. C'était les deux réalisateurs les plus branchés. Donc, à quoi faut s'attendre? Alors, je sais que c'est des places assises au Zénith, ce qui m'est jamais arrivé, au Zénith en tout cas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous joue? Est-ce qu'il a beaucoup fait d'albums solo? Enfin, parle à nos auditeurs et à moi, du coup, parce que moi, je suis un peu là aussi pour apprendre des choses grâce à mes chroniqueurs. Je ne le suis pas. À quoi s'attendre au Zénith de la part de David Byrne, qui a déjà entamé sa tournée depuis déjà quelques mois. Donc, tu as eu des retours? Il y a des retours déjà par rapport au fait qu'il est déjà venu à la Villette au mois de mai dernier. Où il avait donné un concert à l'auditorium qui a été assez remarqué et apprécié. David Byrne, un petit peu sur la lancée de cette mise en scène complexe, jouant beaucoup sur le corps, qui était déjà sur Stop Making Sense. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a encore l'âge pour faire ce genre de chorégraphie. Tout à fait. David Byrne est une personnalité très, très intéressante. Il a mis beaucoup de temps avant de revenir sur scène parce que Stop Making Sense, c'était la tournée donc en 84 des Talking Heads, mais le groupe a duré jusqu'à son dernier album enregistré et sorti en 88. Donc il y a eu 3 autres albums qui sont sortis après ça, mais jamais suivi de tournée. Et donc David Byrne a mis beaucoup de temps avant de remonter sur scène et les Talking Heads ne se sont jamais reformés à part une fois pour le Rock and Roll Hall of Fame. Ah oui, je sais pas, c'est plus récent parce que j'ai en pas 2002. Ah bon, ouais, c'est marrant, je crois pas que ça m'a échappé sur mon superbe DVD, 10 DVD du Rock and Roll Hall of Fame que j'aime regarder. Ouais. Et donc David Byrne est remonté sur scène à l'occasion de sa carrière solo, donc entamée dans les années 90. Mais il a fait énormément de choses, beaucoup d'albums relativement ignorés par le grand public, mais toujours appréciés par la critique et de très très bonne qualité, toujours à aller explorer tous les univers musicaux qu'il passionne, donc l'Afrique évidemment, ce qu'il avait laissé entendre avec les Talking Heads, mais aussi il a beaucoup de musique latino-américaine. Il y a énormément de très très beaux albums qui vont vraiment explorer ça.
Donc tu dis que ça se vend pas forcément, que ça a des succès critiques. Est-ce qu'on peut faire un parallèle sans vraiment comparer musicalement à un Paul Weller ou en termes d'impact, en termes de vente de tickets Ça serait un petit peu autre chose parce que David Byrne a vraiment ce côté explorateur musical. Oui, je parlais pas de musique musicale, je parlais en termes Non, d'impact, etc. De quelque chose qui dans le reste de l'Europe est confidentiel, mais qui a toujours des bonnes critiques et qui est toujours respecté pour innover et faire des choses. Soyons clairs, David Byrne parle avant tout aux gens qui ont connu les Talking Heads à l'époque. C'est quand même vraiment le cœur de son public. Donc il reprend des morceaux des grands Bien classiques. sûr, alors oui, c'est la grande question, évidemment. Et il a d'ailleurs annoncé que cette tournée serait la dernière de cette envergure où il laisserait dans une mise en scène extrêmement étudiée, il couvrirait l'ensemble de son répertoire. Pour donner une idée à quoi s'attendre, c'est une tournée de musiciens debout. C'est un concert de musiciens tous debout. Donc sans stand, c'est pas l'Unplugged de Clapton, sans stand pour aucun d'eux. Tous avec des micros casques oui. et même donc une batterie des percussions batterie divisées entre plusieurs musiciens qui jouent donc tous debout, etc. D'accord. Et donc avec un système de danse comme ça, donc une fois de plus un peu sur des cultures américaines et où David Byrne est un petit peu que sur le modèle de Stop Making Sense, extrêmement physique là-dedans, et donc il couvrira tout son répertoire jusqu'à son dernier album qui est d'une très très bonne qualité. Quel âge déjà le petit père David Byrne dans les 66-67 ans. Ah, d'accord. Dis donc. J'ai hâte de voir ça, on débriefera, j'espère, ici. Écoutez, je sais pas, Nathalie me fait signe derrière, est-ce qu'on fait une pause avant d'attaquer la fin de l'émission, parce qu'il nous reste encore un petit débat autour du dossier Rock and Folk qui vient de sortir encore un énième numéro spécial. J'ai 2-3 trucs à vous dire, j'aurai 2-3 infos et aussi peut-être un débat sur Led Zepp, donc en fait les 50 ans du premier album, bien qu'il soit sorti qu'en janvier 69, il est bien enregistré en octobre 68, je dis ça de mémoire, c'est dire si je bosse beaucoup mon émission, c'est pas le cas. Après, écoutez, n'hésitez pas à réagir sur Twitter. Ouais, sur Twitter, sur Facebook, par tous les moyens, sur Snapchat et sur Chatroulette. En tout cas, faites tourner l'émission, etc. Participez, écrivez-nous. Je vous donnerai l'adresse mail à la fin de l'émission. On va marquer quand même une petite courte poche de pub et on se retrouve tout de suite après. Allez. Sans Rosé, le live ultime des Stones.